Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Pierre Warnier, Construire la culture matérielle. Comme un bon conducteur de voiture ou un barreur de voilier, il faut savoir s'incorporer à la dynamique de l'objet, telle une prothèse dans une conduite motrice. Le conducteur ne doit pas réfléchir à ce qu'il fait et le barreur doit veiller à pas trop en faire ou pas assez. Ils font tout cela machinalement, non pas dans la dualité du sujet qui maîtrise un objet, mais comme une synthèse dynamique. Synthèse corporelle qui met en jeu un apprentissage des techniques. Un bon skieur ne se fie pas au raisonnement, ni à la délibération. Il skie machinalement, incorporation de la dynamique de l'objet. Praxéologie ou science de l'action motrice développée par les travaux de Head, Janet, Schilder en 1920-1930 et synthèse critique en 1981 de Parlebas. Ce dernier parlant de conduite motrice plutôt que de synthèse ou de schéma corporel, connotant mieux le mouvement. Or, un sujet ne possède pas un corps, il est un corps. Ensemble d'actions motrices finalisées. Les objets apparaissent comme des prothèses du schéma corporel. Le sujet fait corps avec l'objet. Grande économie d'énergie et capacité à agir longtemps sans fatigue, de sorte que le moi conscient puisse se dégager de l'action et s'investir ailleurs. Pour chaque sujet, il existe un inventaire des prothèses qui s'inscrivent dans ces conduites motrices. Le tableau de la pipe de Magritte montre la distance. Ceci n'est pas une pipe entre l'objet et sa représentation. Roland Barthès, Jean Baudrillard ont une approche sémiologique, considérant la culture matérielle comme un système de communication. L'approche structuralisée de l'anthropologie des mythes a inspiré Marie Douglas sur la souillure, les notions de pur et d'impur, propre et sale s'appliquant au corps. Dans l'approche d'inspiration cognitiviste, l'action est considérée comme le champ d'émergence de la connaissance. La théorie de la culture matérielle établit qu'il existe une connaissance non discursive liée à l'engagement du corps dans l'action. La tradition considère la culture matérielle comme des indicateurs ou des analyseurs des conditions sociales et de mobilité des identités de groupe. Marx pense que l'objet matériel marchandise est un des enjeux de la lutte des classes et de l'aliénation. Dans la tradition, la culture matérielle est rapportée à autre chose qu'au corps en mouvement et à la matière. Retourner au point de départ des techniques du corps de Marcel Mauss et permettre de penser avec ses doigts dans l'action. Planter le drapeau sur les faits divers de la mise en objet du sujet agissant, faire corps avec l'objet. Mauss définit les techniques du corps comme les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. Dans la profession ethnologique, une opinion reçue veut que Mauss n'ait jamais fait d'enquête de terrain. De 1898 à 1936, il a pratiqué plusieurs sports, nage, course à pied et a observé les Kabyles en s'essayant à leur pratique. Il choisira parmi les techniques le corps dans l'action. Le corps en tant que réalité est inscrit dans une société qui l'éduque avec les capacités psychologiques de l'individu. Invention maussienne de l'homme total. Dumas y traitera le rire et les larmes. L'image du corps dépasse les frontières de l'anatomie. Warnier. Mauss comprit pourquoi le Kabyle peut dévaler un escalier sans perdre ses babouches, développant le mouvement d'une anthropologie de l'homme total, du sujet. Synthèse corporelle, perception synthétique et dynamique qu'un sujet a de lui-même. Pour Mauss, l'articulation est l'homme total, le sujet qu'il opère par les techniques du corps, sous-tendant des techniques instrumentales. En 1902, le magicien est comparé à l'artisan et à ses techniques qui ont une gestuelle traditionnelle, apprise et efficace. Rites manuels, gestuels, car tout le corps y est engagé, et des rites oraux qui mettent en jeu la parole. L'homme total, c'est le sujet individuel, corporel, psychologique, intelligence et affectivité sociale. Granet, nous nous trouvons partout en présence de montages physio-psychosociologiques de séries d'actes. Rejet de l'intellectualisme et technique du corps comme habitude incorporée. Micro-innovation de l'acteur qui invente tout en s'appropriant les techniques. La mise en objet
est un espace de subjectivation, de production d'identité et de différence individuelle, la société transmettant cette technique par l'éducation. Moss aime à penser que le sujet est sous influence sociale, engrenage psychologique. Le corps nous subjective tout autant que nos pensées. Michel Foucault et ses techniques de soi s'inspirant du fondateur de l'ethnologie française. Moss, on ne peut dénier la qualité de sujet aux membres des sociétés de la tradition, au sens d'un individu dont certaines conduites sont finalisées par soi-même, qui agit sur soi et se gouverne. L'évolution biologique par sélection a permis après coup la fabrication d'artefacts matériels de plus en plus nombreux et perfectionnés. Le développement des capacités cérébrales serait un préalable à la production de la culture matérielle. Paradigme associé à l'évolutionnisme social et à la croyance dans la marche du progrès technique et social. Découverte en 1924 du paléontologue sud-africain Raymond Dare d'un crâne mi-singe mi-homme connu sous le nom d'enfant de Taug, Australopithecus africanus. L'hominisation n'avait pas commencé par la tête, mais par les pieds. La locomotion acquise, les mains se spécialisèrent dans d'autres fonctions, et cet impact sur la morphologie du facial, dentition et cerveau. L'homme est vitalement dépendant de la matière manipulée, être de prothèse. L'hominisation est médiatisée par la manipulation de l'objet matériel, dont la dynamique est incorporée dans les conduites motrices. L'hominisation a commencé par les pieds. Progressisme de Leroi-Gourhan, dans l'idée d'un perfectionnement cumulatif à sens unique, porteur de libération, de progrès, de maîtrise de la nature, avec des mécanismes darwiniens à l'œuvre dans l'évolution ayant des effets d'agrégat. L'humanité aurait pu ne pas exister ou exister sous d'autres formes. Washburn contribue à éclairer le processus de divergence entre les hominiens et les singes anthropoïdes. La primatologie bouscule le scénario de Washburn en introduisant les faits de culture, communication, tradition et apprentissage. Imanishi a émis l'hypothèse que les singes possèdent une culture qui joue un rôle important dans leur organisation sociale. Nishida note que ce comportement culturel ouvre une nouvelle niche écologique, non encore ouverte par d'autres individus de la même espèce. Ronald Clark, les premiers australopithèques se déplaçaient debout, mais leurs membres postérieurs et surtout leurs pieds étaient mal adaptés à la marche. La physiologie humaine est mieux adaptée à la forêt qu'à la savane. Cela exclut l'apparition de la bipédie en période climatique sèche. L'essentiel du travail des primates et des hominiens au cours de l'évolution est de produire du social en agissant sur soi et les uns et sur les autres, en élaborant des conduites motrices appuyées sur les objets et dont la destination ultime sera de devenir des outils. La bipédie ne s'est pas acquise du premier coup, mais sur 2 à 3 millions d'années, avec un grand nombre d'adaptations pour arriver à l'Homo erectus et une véritable aisée, une verticalité aisée. Tant de la redéfinition génétique à partir d'un choix comportemental, avec la réduction du massif facial et l'expansion cérébrale, le condyle occipital se déplace sous la tête vers l'avant alors même que la posture du corps se redresse. La tête peut se tenir en équilibre. Larynx, mandibule, langue désormais très mobile. La parole est un geste qui construit le soi, le corps et les relations sociales. Irrigation sanguine et volume cérébral de plus en plus poussé. Les australopithèques ont fait des choix qui les ont conduits à l'extinction. Je récuse l'avenir superbe prévu par Yves Coppens, qui est un finalisme à peine déguisé. Le comportement social joue un rôle central dans la compréhension de la dynamique de l'évolution. Notre intelligence sert à survivre dans des environnements difficiles et sert à élever le lien social. Le cerveau pèse 3% du poids de l'individu et consomme 20% de son énergie. Économie sur l'appareil digestif, rôle de la chasse et du feu sur la consommation de produits carnés et cuits. L'encéphale permet le développement de la pensée, du langage et des émotions. Le cerveau permet des économies d'énergie dans les rapports sociaux. Par le bas appelle la sociomotricité et sémiotricité les activités où l'interaction est essentielle. Capacité à traquer des animaux plus gros avec des moyens matériels réduits. La chasse est un jeu et un combat à mort.
Elle fait courir des risques. Elle fait parler d'elle, émotion. Il n'existe pas de mot pour travail chez les chasseurs-cueilleurs. Claude Lévi-Strauss suggère d'étudier les visions du monde qui accompagnent la chasse. Texte du sage maori Tamati Ranapiri. Notion du haut. Les chasseurs font don du gibier aux prêtres qui en font offrande à la forêt pour qu'elle donne du gibier aux chasseurs. Eau égale capacité à produire. La pratique du don suppose que l'on articule don et rétention, Annette Weiner, sur les biens aliénables et inaliénables. Caractère ludique des activités synégétiques, Pelos et elle. Jérémy Bentham, moraliste utilitariste, s'est levé contre la chasse et le partage et voulait substituer le modèle mercantile à celui de réciprocité comme paradigme des relations sociales. Dans les sociétés archaïques, les hommes renoncent alors quant à soi et s'engagent à donner et à rendre. La maîtrise du feu représente une étape capitale, environ 500 000 à 40 000 ans avant notre ère, selon les continents. Source de chaleur domestique et de lumière, énergie et cuisson, instrument des rituels, le feu est au cœur de la culture matérielle et du processus d'hominisation. Socialité nocturne et horétisation du corps. Le choix du mode de vie des chasseurs représente une étape aussi importante que celle de la locomotion bipède. La chasse exige la maîtrise de l'outillage matériel et de savoir penser avec ses doigts pour construire le lien social. Bipédie, main, conduite motrice, socialité, culture, langage, partage, cerveau, chasse. Capacité, agilité et adresse des gestes, rapidité, endurance, force musculaire est inégalée dans les autres espèces. Répertoire étendu de gestes et d'apprentissage possible. En 6 millions d'années, les bipèdes ont développé un rapport extrêmement particulier avec la matière. Avec l'art, la matière permet d'extérioriser ce qui ne peut pas se dire avec les mots et qui échappe à tout commentaire discursif. Interdépendance, humanité, matérialité. Dans le cas de la sociomotricité, chacun perçoit les conduites motrices des autres pour y ajuster les siennes. La sociomotricité implique la communication motrice ou sémiotricité. Chacun communiquant avec les autres par ses postures et ses mouvements. La singularité de chaque objet est vécue dans sa temporalité. Le chef fait passer sa propre substance corporelle dans le corps de ses sujets. Le corps du roi est un récipient sacré et nul ne peut y toucher. Les mots pour le dire et le non-dit. L'expression « chef de famille » doit être prise dans le sens de notable ou chef tout court. Le geste est aphasique. On fait et il n'a rien à dire. Roqueplo. Cela symbolise la force du roi, accomplissement dans le silence. Le successeur doit mener une vie très rangée, prendre soin de lui-même. Le chef agit sur soi et se produit en tant que réservoir de substances nécessaires à l'activité de chefferie. Les actions permettent de faire et défaire les sujets, voire de les détruire, en communiquant et en pensant avec ses doigts, sans qu'il soit nécessaire d'en parler. Albevac. Gouverner, c'est structurer le champ d'action des autres, Michel Foucault. C'est agir. Se gouverner soi-même, c'est se prendre soi-même comme objet de ses propres actions. Être sujet, c'est participer à une gouvernementalité. Foucault, le sujet par la pratique fait la synthèse entre l'objet procore et l'objet signe. Dans une société paysanne, chacun jouit d'un accès aux matériaux qui permettent de penser avec ses doigts de manière structurante. Aujourd'hui, c'est l'argent et le marché, salaire, carte de crédit et consommation. Le SDF est marginalisé par l'économie marchande, mais ils sont dépendants de l'argent pour manger et rester propres. Le salarié fortuné s'installe dans un chez-soi et dans des pratiques culturelles. Avec Foucault, les styles de vie sont des techniques de soi. L'imaginaire est toujours un imaginaire du matériel. À la suite de Freud, l'imaginaire ou le fantasme doit être rapporté au désir. Le mouvement surréaliste et Bachelard ont revalorisé l'imaginaire et analysé son rapport privilégié à la matière. Une image poétiquement réussie parvient à communiquer au lecteur l'émotion subjective du poète, image dans laquelle la forme et la matière sont en cohérence mutuelle. Faisant fond sur les travaux de Bachelard, Durand considère que l'imagination est une capacité autonome, indépendante, qui permet de fabriquer des images.
L'image proposée par l'imagination reproduit les traits caractéristiques d'un objet. Dans l'imaginaire, notre fantasme prend le pas à des degrés divers sur le réel. Un être humain totalement soumis au réel et dépourvu de fantasmes serait psychiquement mort. Le désir est étayé par le besoin de nourriture, de contact, de miction, d'effécation, et cela depuis le nourrisson. Kaufmann. La satisfaction éphémère laisse une trace. Le désir va s'adresser à une présence à venir qui repassera sur la trace laissée par les passages précédents. Le désir est l'attente de quelque chose de connu et de temporairement absent qui a laissé des traces. Chez l'enfant, qui se croit tout-puissant, son fantasme s'impose à lui de manière plus pressante que la réalité de son impuissance à contrôler l'objet. Pour Sartre, l'imagination a une fonction irréalisante et son corrélat noématique. L'imaginaire n'aurait pas de besoin d'existence. La psychanalyse ouvre la question de la capacité du fantasme à combler le manque. Avec Castoriadis, c'est la créativité de l'imagination en quasi-réalité et support de communication. Cela nous entraîne vers la poésie, le mythe et l'expression musicale. Lévi-Strauss, la musique nous inscrit dans le temps physiologique et le mythe dans le temps social. Patrice Flichy évoque les industries de l'imaginaire, vecteurs de représentation d'objets matériels et de socialité, religion, roman, cinéma, photo, BD. L'imaginaire est notre capacité de produire des images nouvelles. Castoriadis prétend que l'État, l'industrie, la monnaie, le capitalisme ou l'URSS sont des producteurs de l'imaginaire socialement institué. L'État et ses mécanismes comme le Sénat, la justice, l'uniforme se déploient et il faut une bonne dose d'imagination pour se les représenter. L'État est un produit de l'imagination façonné par la rationalité, convergence entre le désir et la raison. Weber subordonne le déploiement de la rationalité à un élément moteur qui n'est autre que le désir. Pour Castoriadis, la société possède un imaginaire collectif et il écrit que l'imaginaire social est irréductible à la somme des imaginaires individuels. Les sociologues rajoutent qu'il est réductible à l'agrégat de leurs interactions. Par interaction, on passe à des imaginaires partagés par des groupes ou des catégories sociales données. Gandouloux évoque le dandy qui pousse les techniques de soi jusqu'à faire de sa vie quotidienne une œuvre d'art. Se protéger des agressions par une discipline de vie exigeante, notion de consommation ostentatoire avec pour objet une culture matérielle du luxe, faite pour être exhibée publiquement à la vue de tous. La distinction que Bourdieu dénonce comme une illusion, mise en objet de la divergence sociale et de la structure de classe, rapport de réciprocité entre les objets et les classes sociales. Est impur ce qui est mixte, l'art par essence tend à l'aphasie. Illusion esthétique qui désigne l'intervalle qui sépare le bien lui-même et ses propriétés réelles, emballage, présentation, design, publicité. La consommation de masse n'est pas une réalité identifiable et cohérente, mais une multitude de pratiques globalement structurées par des systèmes d'approvisionnement. L'uniformisation est illusoire. Le sujet, individualisé par son action quotidienne et sa corporéité, est rebelle à l'uniformisation par la consommation de masse. Aliénation du sujet par la consommation de masse. La consommation est sans limite, sauf la solvabilité des consommateurs. Caractéristique de la modernité, d'égalisation des formes et d'outils de la liberté, donc de différenciation sociale, Simmel. L'argent comme médiation de la subjectivation dans les sociétés modernes capitalistes. Relire Marx et s'interroger sur la place de l'argent et de la marchandise dans le régime moderne de la mise en objet du sujet. Seul l'argent permet de payer le droit d'accès aux ressources matérielles du SDF au PDG. Et cette situation est rare dans l'histoire de l'humanité. La ressource était le fait de la condition sociale. Pour Simmel, l'économie c'est le champ du désir, le manque éprouvé qui fonde l'interaction et l'échange. L'argent gomme la différence entre nobles et bourgeois. Or, cette différence est structurante et comme toute différence, elle fait sens. L'argent est destructeur des formes de la société et de la culture. Imaginez le nombre d'objets que l'on touche machinalement toute la journée. Faute d'argent, le chez-soi se dégrade et devient inhospitalier jusqu'à ce que ses occupants deviennent des SDF.
L'argent le plus terrible égalisateur des formes qui médiatisent les actions humaines. La marchandise est universelle, substituable, impersonnelle et en qualité potentiellement illimitée. La personne est singulière, unique, non substituable et réduite à l'unité. L'imaginaire de l'objet authentique prend contre-pied car l'authenticité ne peut être obtenue avec l'argent. Non-marchandise qui n'a pas de prix. Le système d'approvisionnement proposera un compromis avec des produits authentiques, en quantité limitée et achetables, produits de terroir. La nécessité est une technologie performante. Sa vertu sera la manière de proposer un produit à l'ancienne, comme un agroalimentaire avec le label rouge. Un objet peut faire partie de l'éphémère comme du durable. Ce processus fonctionne en raison inverse des revenus. L'ouvrier jette, les classes moyennes conservent et font durer. Le déchet est ce qui ne se voit pas, ou le cache dans la poubelle, à la casse, à l'hospice. On remarque le SDF lorsqu'il dérange. L'industrie multiplie et diversifie à l'infini la gamme des produits disponibles. L'acteur reste une notion clé de la sociologie. Le corps et l'action motrice singularisent l'acteur et font de lui un sujet. L'ouvrier est un ouvrier singulier, jeune ou âgé, petit ou grand, paisible ou pas. Il a une signature gestuelle, vocale, où il incorpore ses appartenances qui s'entrecroisent en sa personne. Merleau-Ponty le qualifiait de sujet incarné. Jean-Pierre Varnier, construire la culture matérielle. L'homme qui pensait avec ses doigts. Merci.